Donc on enchaîne avec André Le Scruc-Pietri, qui est le directeur de la fondation JEDI, Joint European Disruptive Innovation Initiative, voilà. On veut faire voilà. agile, on ne veut pas dire agence. Voilà. On peut faire des choses agiles en Europe. Une initiative donc pour l'innovation de rupture. Alors, les enjeux de l'Europe numérique, c'était juste avant qu'on s'arrête. Digital Service Act et Digital Market Act, donc passé et approuvé par la Commission, présenté par Thierry Breton. Et donc, c'était trop short, on n'avait pas eu le temps de l'organiser, mais tu as envoyé tout de suite un communiqué où les mots sont quand même assez forts. Donc, voilà, c'est un sujet de fond, on peut y revenir. Digital Service Act, tu dis, enfin, JEDI écrit, dernière chance pour les démocraties. Ben c'est très simple. Le Digital Service Act, c'est une manière de réguler en fait l'expression et la haine en ligne notamment. Et on voit bien aujourd'hui que Internet agit comme et surtout les réseaux sociaux, comme une espèce de chambre, d'écho chamber, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de caisse de résonance. Caisse de résonance. Et on pensait initialement, rappelez-vous, les fondateurs d'Internet pensaient que ça permettrait à tout le monde de communiquer, à l'information de se fluidifier. En fait, pas du tout. Mais tu crois que c'est une menace pour la démocratie? Aujourd'hui, c'est une menace parce que on le voit maintenant de plus en plus. Tu as des fausses vidéos qui circulent. Et, mais attends, quand tu commences à avoir, et tu es bien placé pour le savoir, quand tu ne peux plus, et aujourd'hui c'est le cas avec la technologie, distinguer une vraie d'une fausse vidéo, parce qu'on ne parle pas de fake news, les fake news tu peux les démentir. Sauf que quand on a quelqu'un comme toi, ou le président de la République qui va par exemple dire que dans une vidéo, non, finalement les vaccins, ils auraient dû arriver il y a 2 semaines. Ça ne tiendra pas, André. Tu vas en avoir 3 ou 4 comme ça, et chacun va se rendre compte du ridicule de l'exercice. Tu sais bien aujourd'hui que l'écrit, c'est peut-être 10-15% de la perception de quelque chose. L'image, la vidéo, c'est... Mais elles seront démenties aussitôt publiées. Oui, sauf que si tu arrives... Et il en restera, oui, sur une frange. Je te donne un autre exemple qui s'est passé très récemment. Tu as le patron d'une très grande banque qui a eu une vidéo sur lui qui n'est ni vraie ni fausse, qui est juste manipulée, qui disait en fait on a des petits problèmes de solvabilité, on n'a plus d'argent en caisse. Ça a abouti à un vrai mouvement de foule dans la vie réelle. Si tu n'arrives pas à aller très très vite dans le démenti, l'image restera. Et sérieusement, tu penses donc alors, en tout cas, ce qui est deuxième chose, et pourquoi je dis que c'est pour les démocraties, c'est que aujourd'hui, le pouvoir de réglementation des 100 responsables qui, chez Facebook, chez Google, font la modération en ligne, ils ont aujourd'hui un pouvoir réglementaire bien plus important que nos 577 députés ou que nos 750 parlementaires européens. Donc aujourd'hui, qui dirige ? La vraie question, c'est vraiment une question de représentativité, de souveraineté. Qui aujourd'hui met les règles ? Est-ce que ce sont des entreprises privées ? Et à nouveau, moi je ne suis pas du tout un anti-GAFA de base, mais je pense juste que je suis juste très attaché à un check et balance, c'est-à-dire au fait que ceux qui réglementent soient aussi surveillés par les citoyens, par le vote ou autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Derrière, alors, il se trouve que j'ai eu, moi, la chance et l'honneur, il y a maintenant 18 mois, de discuter avec le patron de YouTube Monde, qui décrivait l'architecture mise en place par Alphabet. Mais c'est phénoménal. C'est énorme. Phénoménal pour analyser en temps réel, autant que faire se peut, l'ensemble des vidéos qui sont postées sur YouTube. Avec ce sujet qui est que ça ne peut pas être humain. Alors d'abord parce qu'il y en a trop, surtout parce que c'est insupportable en fait. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas rester... Il y a un tel déversoir de haine qu'un humain ne peut pas rester plus que quelques heures à effacer. Ça veut dire que de toute façon, ça leur appartient. Enfin, personne d'autre qu'eux ne peut aujourd'hui administrer une telle masse. Certainement. Et ça doit être la même chose chez Facebook. C'est probablement le cas. Et d'ailleurs, ils jouent là-dessus. Donc c'est une illusion, cette histoire. C'est pas du tout une illusion. La question, c'est est-ce qu'on délègue entièrement et YouTube devient le fameux ministère de la vérité, du fameux livre 1984. Non, parce que tu as YouTube et Facebook, tu en as deux. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tu te rends compte que certains GAFA, je dirais Microsoft ou Apple, ont un tournant assez intéressant. Ils arrivent à apparaître comme les plutôt sympathiques de ce monde-là. Oui, tout à fait. Google et Facebook n'ont pas réussi aujourd'hui à faire ce tournant. Et en plus, ce qui est terrible chez Google, c'est qu'ils avaient leur fameuse devise « Do no evil », ne fais pas... Don't be evil. Don't be evil, ne fais pas de mal. Et en fait, aujourd'hui, Google et Facebook sont considérés comme un petit peu les vilains petits canards. Le problème, à nouveau, c'est pas que les plateformes ne le font pas. Moi, je pense qu'on a plutôt de la chance, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes américaines qui sont plutôt gérées par des démocrates.
On voit qu'aux États-Unis, je tout peux le monde. t'assurer que moi, cette discussion avec ce gars-là, mais j'étais sidéré de la masse de ce qu'ils mettent en place. Donc on a presque de la chance que ça soit géré par ce genre de personnes. Imagine si c'est géré par des entreprises qui, eux, sont pas dans des systèmes démocratiques ou des gens qui n'ont pas été élevés dans des valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monde n'est pas du tout en convergence de valeurs, il est plutôt en divergence de valeurs. Mais le vrai souci, c'est pas ça, c'est est-ce qu'on décide de totalement déléguer ? Est-ce qu'on convoque ces gens-là à l'Élysée, au Berlaymont, à la chancellerie à Berlin quand on n'est pas content, ce qui est aujourd'hui le cas? Et je trouve que c'est aujourd'hui un facteur d'impuissance immense de nos hommes politiques. Ou est-ce qu'on arrive à trouver un partenariat public-privé où ces entreprises sentent quand même qu'à la fin, il y a une certaine légitimité démocratique que non pas. Donc s'ils commencent à faire des choses, pour moi, qui sont des choses qui sont normalement du domaine d'un mot que normalement je n'aime pas beaucoup, qui est le domaine du régalien, parce qu'on met tellement de choses derrière ça. Et tu vois, le plutôt libéral en moi aujourd'hui me dit, on arrive dans un monde, et peut-être qu'on reparlera aussi de la concurrence, il y a des mythes, et qui sont encore très féroces en Europe, que qui dit privé dit forcément, qui dit libéral dit forcément que ça va dans une certaine ouverture de la société. En fait, c'est pas le cas. Et qui dit étatique dit forcément que ça doit être réglementé par le haut. Pour moi, il y a une espèce de troisième voie inventée. D'ailleurs, tu demandais si on était une fondation au début. On est une fondation parce qu'on croit aujourd'hui au rôle de citoyens engagés, mais sur des sujets qui concernent le grand public. Mais techniquement, t'es un Jedi, t'es sur l'innovation, t'es sur la technique. Et alors, techniquement, l'exemple de ces vidéos. Aujourd'hui, ces vidéos, c'est ce qu'on appelle, alors pour rentrer un peu dans la technique, des réseaux génératifs adversaires. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas si tu te souviens de Wargame, c'est quand l'ordinateur joue contre lui. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de solution. On retrouve Thierry Breton, d'ailleurs. Et en fait, c'est pour ça que c'est très puissant, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit défaut dans ces vidéos qu'on pourrait détecter, qu'on pourrait démentir, qui pourrait être une preuve que c'est une fausse vidéo, en fait, ces systèmes automatiquement les améliorent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique pour les meilleures d'entre elles pour véritablement les détecter. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que la réglementation ne le réglera pas? Et on le voit bien aujourd'hui sur la vie privée. Le fameux GDPR, dans les derniers jours est paru un rapport qui montre à quel point Facebook aujourd'hui utilise le fameux règlement européen de protection des données à son avantage, parce que ça devient aujourd'hui une barrière à l'entrée contre les nouveaux entrants. Donc en fait, la réglementation, elle a toujours un coup de retard. Donc les choses bougent en Europe. Et je pense, tu citais Thierry Breton, je crois qu'avec Thierry Breton, on est passé de la Citroën à la Mercedes. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de Tesla. Donc, encore une fois, mis à part, pardon, mais c'est le terme, mis à part de la gesticulation pour dire « Ah, attention, maintenant, nous avons le Digital Service Act, et donc nous allons pouvoir convoquer YouTube. » Mais qu'est-ce que tu vas faire qu'ils ne font pas, mon gars? Rien, Tu vois ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, et pourtant les États-Unis ont pendant très longtemps été très favorables à ces grandes plateformes. Non, mais ils veulent les casser, ok, séparer Instagram, Facebook. C'est pas ce dont tu parles, toi, et qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. On va bien voir ce qui se passe avec l'administration Biden, qui est absolument pleine de gens qui viennent de ces entreprises-là. Non, la vraie question, c'est est-ce qu'on a les moyens véritablement d'agir aussi vite et aussi fort qu'eux? Le problème du DSA et du DMA, et c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il va falloir aujourd'hui 6 mois pour que le processus suive son cours auprès du Parlement européen, et après encore 18 mois pour que ça soit ratifié. Dans 2 ans, le monde aura changé. Tu parlais d'Apple récemment. Voilà, en 10 ans, le monde a totalement changé. Donc si on met 2 ans à réagir, on est mort. Par contre, aujourd'hui, les États-Unis nous montrent bien que quand tu as 48 États américains, que tu as des sénateurs, tu as vu les auditions de Mark Zuckerberg récemment au Sénat américain, tu as des sénateurs qui bossent leur sujet et qui ne sont pas dans les auditions qu'on souvent très superficielles. Tu as véritablement aujourd'hui une vraie peur de ces plateformes d'être cassées. Non, mais pour le coup, tu as Thierry Breton, on ne va pas faire le sketch ici sur Bismart. S'il y a un gars qui est à peu près le gars qu'il faut pour adresser de tels sujets, c'est évidemment Thierry Breton. Il a dirigé Thomson, il raconte qu'il a montré le premier MP3 à Steve Jobs, je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'époque où il dirigeait Thomson, il a dirigé Orange, il a dirigé... Exactement, il a dirigé Atos, enfin bref, il a baigné là-dedans, il n'y a aucun problème. Évidemment, non, le sujet c'est aujourd'hui une telle masse, il faut une telle infrastructure et une telle puissance que je ne vois pas qui d'autre que ses propres entreprises aujourd'hui peuvent l'effectuer, et peut-être qu'elles mettront en avant justement le fait que les casser
réduit leur puissance et réduit leur capacité d'action contre ces vidéos que tu décris et qui te font c'est pour ça que juste casser n'est peut-être pas une solution, mais il faut avoir aussi le courage de faire des propositions qui sont majeures. Aujourd'hui, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des gesticulations qui aujourd'hui n'apportent pas grand-chose. Par exemple, la malheureuse Margaret Vestager, dont on a quand même dit tellement de bien, aujourd'hui, la plupart de ces décisions sont soit remises en cause, confère l'Irlande, soit aujourd'hui cassées même dans la Cour de justice européenne. Oui, mais oui, mais alors, l'état de droit. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'une approche purement, on va dire, juridique ou juriste ne marche pas. Pourquoi ne pas imposer une chose tout à fait simple ? Et les Chinois le font. Et Dieu sait que je ne suis pas du tout un adepte du système chinois. Et chaque jour qui passe, cœur et on va en parler dans un instant. Mais pourquoi n'impose-t-on pas à ces plateformes ? Vous travaillez avec les données. Aujourd'hui, les données, en tout cas c'est Thierry Breton qui le dit, sont la matière première du 21e siècle. Vous devez donc, comme avec les industries extractives, les industries de défense, vous devez être à 51% européens, messieurs, dames, pour Amazon France, ou pour Amazon Europe, ou pour Google. Ça veut dire quoi ça, à 51% européens ? Ça veut dire qu'ils transfèrent 51% de leur capital à des investisseurs européens. Mais c'est un peu, mais bon Dieu, mais c'est 1000 milliards. Mais qui va aller acheter ça? Mais c'est ce qu'a fait la Chine. Alors par contre, la Chine elle est tranquille. Oui, mais tu vois, elle fait ce qu'elle veut. La Chine, à un moment, Alibaba commence à prendre un peu trop de puissance. On dit, au fait, on t'a pas dit Jack Ma, c'est fini. Et ben voilà, fin de la récréation. Bah oui, non, mais enfin, André, on peut. Non, enfin, Je pense que, mais sauf que ces États aujourd'hui, tu vois, lapsus révélateur, ces entreprises aujourd'hui ont des pouvoirs pas dignes d'un État, bien plus importants qu'un État. Corporation, j'adore ce truc. Corporation. Et elles s'organisent comme telles. Aujourd'hui, quelqu'un comme Brad Smith, qui est le président de Microsoft, on parle souvent de Satya Nadella, mais Brad Smith, c'est vraiment le cerveau aujourd'hui qui était avant le General Counsel, très intéressant, qui s'occupe de tout ce qui est relations internationales. Aujourd'hui, est reçu quasiment comme un chef d'État quand il vient en Europe. Il a un pouvoir. Je dis, il s'est imposé à l'intérieur de. Je ne connais même pas ce gars-là. C'est la première fois que j'entends son nom. C'est le numéro 2 de Microsoft. Tout le monde parle de Nadella. Mais oui. Le manager, mais oui. vraiment le cerveau derrière aujourd'hui, pas l'opération, pas les produits, mais véritablement celui qui réfléchit à la strate de Microsoft. Celui qui arrive aujourd'hui à faire de Microsoft un partenaire de Gaia X, qui est au cœur du groupe de travail, qui est au cœur du Health Data Hub, qui est au cœur, qui est chaque fois invité au Tech for Good Summit à l'Élysée, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un homme absolument clé. Aujourd'hui, la vraie question, c'est ces entreprises, elles sont probablement du bon côté, néanmoins, elles sont aujourd'hui en roue libre complète. Le problème, c'est que si on les casse, eh bien, on va laisser la place à d'autres. La vraie question pour les Européens... Attends, il y a un autre problème, c'est si on les casse... Enfin, il y a une question d'efficacité, parce que tu dis, il faudrait créer de toutes pièces des plateformes européennes, quoi, d'une certaine manière. Pas du tout. Je crois que ça, c'est un mythe. Mais il faut viser le coup d'après. Il y a pour moi un symbole de cette crise. En mars 2020, et je crois que d'ailleurs mon ami Gilles Babinet a repris cet exemple récemment. En mars 2020, Zoom valait American Airlines. Non, Zoom vaut une dizaine de compagnies aériennes aujourd'hui. Voilà, ce fameux graphique. Aujourd'hui, Zoom vaut 151 milliards de dollars, alors que la plus grosse, je crois, Southwest vaut 26. Oui, mais c'est à ce moment qu'il faut pouvoir anticiper. La vraie question, c'est est-ce que les Européens se positionnent sur le coup d'après ? Est-ce qu'ils se positionnent sur la reconnaissance faciale sans base de données centralisée ? Est-ce qu'ils se positionnent non pas sur le big data, la guerre est probablement terminée, mais l'intelligence artificielle de demain, elle sera basée sur la même manière dont les humains travaillent, c'est-à-dire avec du small data. Est-ce qu'on se positionne sur... Alors, regarde comme les Français avaient appelé la stratégie quantique. Ça fait 6 mois qu'on l'attend en France. Pour le coup, Thierry Breton, c'est son grand truc, la stratégie quantique. La technologie que la France ne va pas rater. Gonflé quand même comme titre. Hein, c'était le titre du rapport parlementaire. Que ne va pas rater. Je crains que ça soit un effet boomerang dans 6 mois. Oui, enfin... Où est-ce qu'on en est ? André, mais c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de puissance de marché, c'est une histoire de dynamique d'innovation. Il y a deux choses qui manquent. Non, il y a deux choses qui manquent. Un, c'est où est notre marché unique ?
là, il faudrait faire un rapport d'inventaire sur l'ancienne Commission européenne qui, pendant 5 ans, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas de marché digital unique. D'ailleurs, les derniers rapports aujourd'hui montrent bien que les seules grandes sorties possibles pour les grandes levées de fonds, elles sont encore essentiellement faites par des sociétés américaines et tout le monde s'introduit au Nasdaq. Mais bien sûr. De plus en plus. Mais bien sûr. Bon, ça c'est une chose. Donc où il est ce marché unique? Ben non. On a 27 agences de cybersécurité, on a 27 CNIL. Ça, c'est une décision politique. Purement politique. Où il est le courage politique là? Il n'existe pas. Parce qu'on a tous nos petites agences, nos petits fonctionnaires à placer, etc. On devrait d'ailleurs mettre Guillaume Poupard, qui est un excellent, il ferait un super job au niveau européen. Mais ça, c'est la petite... C'est qui? C'est notre ministre... C'est notre patron de l'ANSSI. Oh. De l'ANSSI, ah oui, Agence nationale de... Et qui est un des 15 fondateurs de JEDI, je tiens à le souligner. C'est pour ça que... Agence nationale de sécurité... De sécurité des systèmes informatiques. Des systèmes informatiques. Donc ça c'est une chose. Et il y a 15 CNIL. Donc il n'y a pas eu d'application de traçage André, pendant le Covid. 3 minutes. Je veux absolument, parce que tu as longtemps travaillé en Chine, tu continues évidemment à regarder la Chine de près. On s'est fait avoir, là, le traité sur les investissements? C'est pas qu'on s'est fait avoir, mais c'est véritablement... on accouche d'une souris. Ça fait 7 ans qu'on négocie. On se pose pas la question. On sait très bien pourquoi ça a été fait. C'est les Allemands voulaient absolument avoir un deal pendant le semestre allemand. Oui, et puis pendant que les Américains ne regardaient pas, quoi, parce qu'ils sont occupés à autre chose. C'est pas idiot comme stratégie quand même, moi j'ai trouvé ça assez malin finalement, opportuniste. Finalement non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Europe ne peut agir que pendant la période de transition où il n'y a pas de président américain en fonction? C'est aussi une autre manière de voir les choses. Hein. Mais non. Pendant que Trump est trop occupé à mettre la pression en Géorgie et que Biden n'est pas encore président. De rassembler ses neurones. Non mais c'est pas une affirmation de puissance. Non, l'Europe géopolitique, elle pourrait... Non, aujourd'hui, il y a trois choses qui ont été négociées. Un sur les véhicules électriques, un sur un meilleur accès sur les hôpitaux privés. Il y a une troisième chose, je crois, dans le domaine de Non, mais il y a quand même, alors même si je lis partout, absolument partout, mais c'est n'importe quoi, ils ne le respecteront jamais, il y a quand même un droit de regard aujourd'hui sur ce qui va rentrer en Europe, sur la façon dont ça a été fabriqué, et notamment sur les conditions de travail. Enfin, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Et même si... alors, je vais dire, oui, mais les Chinois ne le respecteront jamais. Justement, on pourra le dire. Jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait rien dire. Maintenant, on pourra le dire. Dites donc, vous avez signé ça, et en face, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que les choses bougent en Europe. Il y avait déjà eu la même chose sur l'origine, alors là, pour le coup, pas sur le travail, qui est un vrai sujet aujourd'hui, le travail forcé, notamment avec le Xinjiang, mais il y avait la procédure REACH qui permettait en fait de savoir exactement... Sur les produits chimiques, ça. Sur les produits chimiques. Absolument. Ça a eu un impact sur les supply chains mondiales absolument considérable. Et là-dessus, bravo l'Europe. La vraie question, c'est quels sont aujourd'hui les mécanismes où on peut imposer des mesures de rétorsion. Celles-là, elles ne sont pas du tout précises. Et s'il n'y a pas des mesures très précises et surtout rapides, parce qu'à nouveau, c'est là où moi je suis un peu en désaccord avec les fondateurs de l'OMC qui ont fondé quelque chose qui est basé sur un tel juridisme que si ça arrive 2, 5 ou 10 ans après, mais le monde aujourd'hui, et je crois que la pandémie nous le montre, aujourd'hui le monde vit au jour le jour, semaine par semaine, mois par mois. Tout ce qui dure plus longtemps est peut-être bien en termes de valeur, mais totalement inefficace. André, j'étais ravi. À très bientôt pour continuer cette discussion. Et nous, on termine. Dernier invité sur Bismart.